Mais c'est vrai que c'est un mindset. C'est un mindset. De bien comprendre que cette chaîne-là est vraiment entre ce qu'on peut produire, que ce soit des produits ou des services, ce que l'entreprise produit jusqu'à son client, mais c'est toute la chaîne là, qui est là. C'est pas uniquement le transport, la logistique, le point A au point B, mais c'est vrai que c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Donc, si on veut élever un peu nos pensées pour en arriver à établir des projets de recherche, c'est vrai qu'il faut penser plus large, il faut penser plus haut aussi, puis garder une certaine distance sur nos problématiques. Vous écoutez le Balado Finlam, qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour à mon invité aujourd'hui que je vais accueillir avec beaucoup d'empressement parce qu'on va parler de sujets vraiment fascinants. Je pense que ça va interpeller beaucoup de gens et pour d'autres, ça sera une découverte totale. Nous allons parler avec Luis Antonio de Santa Eulalia de recherche et formation universitaire au service de la chaîne d'approvisionnement. Luis, bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous démystifier le monde universitaire et de la recherche. Je prends l'occasion de te présenter correctement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais Luis, professeur titulaire, donc à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, chercheur au Centre de recherche sur les organisations intelligentes, également cofondateur, entre autres, de 2 réseaux. Le premier, SDG, Sustainable Digital Green, particulièrement ici actif au Québec, et de Supply Chain 4, qui est une collaboration plus internationale, donc étendue à d'autres institutions, très actif, donc, je constate. Mais surtout, ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est expert en gestion des opérations et des chaînes d'approvisionnement, en génie industriel, donc vraiment toutes les compétences parfaites pour œuvrer en chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'en transformation numérique et durable des organisations. Donc, c'est des sujets très intéressants, très d'actualité pour tous ceux qui œuvrent en chaîne d'approvisionnement. Et à bord de ce bateau, beaucoup de recherches qui ont été effectuées au fil des années, et notamment plus de 170 articles scientifiques, on aime dire scientifiques, et professionnels dans des revues savantes et des conférences à l'international. Wow, quel beau pédigree, Luis. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de recherche universitaire. Donc, on a mis la table avec ton parcours. Mais d'entrée de jeu, moi, ce qui m'intéresse, c'est Luis, qu'est-ce qui l'a intéressé, a priori, à l'origine, d'abord vers ces champs-là, la chaîne d'approvisionnement, et comment le rôle de chercheur s'est dessiné, comment ça a été ou pas décidé, comment on en arrive à être professeur titulaire et chercheur à l'université. Bonjour Claudine, merci beaucoup pour la belle introduction. Je suis flatté, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, comment on arrive ici, là, c'est en regardant les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine, je pense. Puis c'est un domaine qui a beaucoup de défis, qui sont très excitants. Alors, on est là depuis quelques années. Depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est tu n'as pas toujours non plus été dans le milieu universitaire. Est-ce que, au niveau de l'expérience en chaîne d'approvisionnement, dans les opérations plutôt, comment tu commenterais ce parcours qui a été peut-être relativement court, mais quel constat tu fais maintenant avec tout mon bagage universitaire et de chercheur? Quel constat tu fais de cette expérience plus opérationnelle à l'époque? Très bonne question. Je dirais que sur le marché, sur le terrain, on a rarement le temps de penser beaucoup. On est tout le temps en train d'éteindre des incendies. On compte la montre. Et ça m'agaçait un peu. J'avais besoin de réfléchir à un niveau plus élevé, disons. Plus philosophique, essayer de comprendre un peu les causes, les racines des problèmes. Donc, je voyais cette opportunité en entamant un projet de recherche
au deuxième cycle, puis après au troisième cycle. Et après, ça s'est poursuivi. Mais c'est vrai ce que tu décris, la réalité dans beaucoup d'organisations, notamment dans la PME aujourd'hui. On est constamment à éteindre des feux. On est tout le temps en réaction. On est peu en anticipation. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Le temps de réflexion, il est presque inexistant souvent. Et si on ramène ça dans les équipes approvisionnement, ben c'est presque encore pire parce qu'évidemment, on est submergé par un paquet de trucs opérationnels et ça nous empêche d'avancer sur des sujets. Donc, c'est un peu ça qui était le déclencheur de cette envie de faire de la recherche. Tout à fait. Et puisqu'on parle de la recherche, surtout supply chain, parce que peu de gens, à mon avis, qui nous écoutent vont savoir qu'il existe vraiment de la recherche universitaire en supply chain. On peut trouver ça dans d'autres pays aussi. Peut-être que on en fait une meilleure promotion. Mais je trouve que c'est bien d'en parler. Et puis que les gens puissent non seulement comprendre mieux ce qui s'y passe, mais aussi peut-être être interpellés par cette activité-là au niveau universitaire. Donc, parle-nous, Louis, des recherches comme telles. Donc, dans ce rôle de chercheur, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui oriente nos décisions? Et comment on travaille, comment on collabore pour arriver à des rapports ou à des sujets élaborés en solution? Comment ça fonctionne? Il y a quand même beaucoup de recherches en chaîne d'approvisionnement au Québec, soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans la faculté d'administration, ou autres qui sont plus multidisciplinaires comme un TI. Il y a beaucoup de gens, surtout en génie industriel, qui travaillent. Il y a une approche un peu plus outils. Donc, optimisation, etc., qui existe depuis un certain temps, déjà. Mais il y a aussi la recherche plus côté humain, plus gestion qui se fait de plus en plus. Là. Alors, on a, depuis quelques années, on s'est rendu compte que pour faire face à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, il faut collaborer. Les chercheurs, on pense aux chercheurs, aux universités en général, les universités comme étant en compétition entre elles. Mais en recherche, on n'est pas en compétition, on est en mode collaboration. Ça, c'est effectivement la perception que beaucoup ont, que les universités entre elles sont un peu en compétition. Mais ce que tu dis qui est intéressant, c'est au niveau de la recherche, pas du tout. On est en pleine collaboration. On doit collaborer pour faire face à cette complexité, aux défis des temps modernes. Et qu'est-ce que ça apporte, cette collaboration-là? Qu'est-ce qu'on va chercher dans les autres institutions, dans les autres universités? Qui devient un élément contributeur important dans un projet de recherche, surtout? On va aller chercher des compétences, surtout, je pense. Puis une capacité de frappe aussi plus importante. Parce que la recherche, c'est très compétitif. À l'échelle internationale, là, on est pas mal à l'échelle internationale. Là, parce que, par exemple, l'indicateur de performance parmi les plus importants, c'est des publications scientifiques dans les grands journaux. Et ça, c'est les Européens, c'est les Américains, c'est les Chinois de plus en plus. C'est tout le monde, en fait. Tout le monde, donc, c'est grand, là. Donc, on doit collaborer pour aller chercher des compétences, d'abord. C'est ça le plus important, qui sont complémentaires parce que les défis sont multidisciplinaires de plus en plus. Et puis, pour avoir une capacité de frappe aussi plus importante, parce qu'une recherche de qualité, ça se fait sur le long terme, des grandes équipes de recherche qui travaillent ensemble. C'est quoi la période moyenne pour un projet de recherche comme ça? Ça dépend. Ça dépend du type de la nature du projet. La recherche de base, plus proche de la recherche de base, c'est plus long. Ça peut être des décennies. Ah oui! Mais pour une recherche plus appliquée, on peut faire... Il y a des projets plus courts. Disons, une maîtrise de recherche, un étudiant qui fait une maîtrise de recherche, c'est un projet d'un an et demi, 2 ans. Un étudiant qui est au doctorat, c'est environ 4 ans, un projet. Mais ces projets de 4 ans, et parfois, on va les diviser en blocs. Donc, on peut peut-être on va faire des segments plus courts. Ouais. Puis c'est important de préciser que la recherche universitaire se fait beaucoup avec les étudiants gradués en recherche. C'est pas juste des professeurs, des professionnels de recherche qui travaillent à temps plein, mais aussi des étudiants qui ont des défis académiques aussi. Ils ont des exigences académiques comme des cours. Il y a des livrables pendant les parcours. Donc, c'est ce qui ça rallonge un peu le délai, mais l'étape recherche peut être plus courte. Disons que l'administration, sur les 4 ans d'un doctorat, il y a une partie de 2 à 3 ans, c'est intense, par exemple. D'accord. Puis souvent, 2-3 ans, on est capable de penser à des grands enjeux d'une organisation. Alors... Mais ça, c'est bien de savoir ça, puis ça nous amène aussi à...
La question qu'on s'était posée, on va en parler un peu plus en détail, spécifiquement sur les enjeux d'approvisionnement, la PME, mais juste avant, la question que j'avais quand on s'est rencontrés, c'est ces beaux rapports de recherche. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que, par exemple, on peut penser que si on est intéressé, on peut y avoir accès, on peut en avoir des extraits, je ne sais pas. Raconte-nous un peu comment on arrive en recherche à faire un peu la promotion de son travail, parce qu'il y a aussi une valorisation à ce que les gens nous lisent. Mm-hmm. J'imagine. C'est pas juste de dire j'ai complété un projet de recherche, mais alors comment ça se fait dans le milieu universitaire, par exemple, l'aspect de la publication, l'aspect de la mise en disponibilité de ces rapports de recherche-là? Mm-hmm. Il y a plusieurs formats. Les deux principaux formats plus scientifiques, c'est les articles scientifiques dans les revues savantes. C'est des revues évaluées par les pairs à l'aveugle. Ces rapports sont disponibles dans les bases de données scientifiques. À l'aveugle, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par à l'aveugle? Donc, il y a deux arbitres qui vont juger de votre travail après avoir réalisé la recherche. Ils vont juger de votre travail, la qualité, ils vont évaluer la rigueur, les résultats, les théories qui ont été utilisées, tous les aspects d'une recherche. Ils vont être un peu l'avocat du diable par rapport à votre projet. Puis, c'est à l'aveugle, donc on ne sait pas c'est qui nous évalue. C'est juste l'éditeur qui le sait. Je comprends, d'accord. OK, il y a un suspense là quand même. Là. Ouais, d'accord. Puis eux, ils ne savent pas c'est qui non plus les auteurs. Donc, c'est à l'aveugle. Donc ça, c'est l'aspect vraiment de l'article. Oui, l'article scientifique comme tel. Exactement. J'imagine que ça doit être assez volumineux comme article. Il y a différents types. Il y a des articles courts de plus en plus, ça soit plus accessible aux gestionnaires, par exemple. Parce qu'on n'a pas le temps, parfois, de lire un article de 30 pages. Non, donc, on n'a plus. On n'a plus. Ça, à l'époque, on l'avait, mais puis maintenant. De plus en plus, on publie des articles courts. Ils sont disponibles dans les bases de données scientifiques. Il y en a qui sont ouverts, qui n'ont pas de frais. Il y en a qui c'est payant. Donc, ça dépend. Si on est un partenaire du chercheur universitaire, on peut peut-être avoir accès plus facilement aux publications. Il y a aussi des publications dans les actes de conférences. Il y a de conférences, de congrès scientifiques où on présente des résultats de nos projets. Puis souvent, il y en a plusieurs qui ont des actes de conférences. C'est comme un ensemble d'articles de chercheurs qui ont présenté pendant la conférence. Ça, c'est des articles normalement plus courts. C'est des projets qui ne sont pas finis, sont en cours, des résultats préliminaires, par exemple. C'est important de préciser que quand on fait la recherche partenariale avec les organisations, il y a souvent des enjeux d'anonymat. Il faut protéger le partenariat, les informations qui sont sensibles et tout ça. Donc, il y a un effort qu'on fait avec nos collaborateurs de protéger l'identité des gens. Donc, il y a une comité d'éthique qui doit évaluer si on protège assez les participants de la recherche. Puis quand on travaille en collaboration avec les organisations, on demande aussi une autorisation de leur côté. Oui, pour divulguer certaines choses ou pas. Et on va arriver à la recherche partenariale parce que je pense que c'est un modèle qui est très intéressant à éclater. Est-ce que dans les sujets de recherche, il y a des exemples que tu peux nous donner qui touchent la chaîne d'approvisionnement, qui ont été réalisés plus récemment, dans les dernières années, avant qu'on entre dans la recherche partenariale, parce que c'est vraiment au cœur un peu de ce qu'on veut discuter, mais est-ce que comme ça, pour nous teaser, il y aurait des sujets de recherche qui ont été réalisés, qui ont vraiment donné des solutions, des éléments qui ont été intégrés, par exemple, dans certaines organisations? Ce serait intéressant que tu partages ça avec nous. Oui. Je pourrais peut-être parler d'une programmation de recherche. Une programmation de recherche, c'est plusieurs projets ensemble sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement alimentaire au Québec. Donc, c'est un défi toujours, la traçabilité, là, même si on est 2025 presque. C'est très important, effectivement. C'est un défi, oui. C'est un défi. Puis surtout quand on est dans un domaine, il y a beaucoup de PME qui sont encore semi-artisanales, qui ne sont pas nécessairement rendues à la 4e ou 5e révolution industrielle, comme on dit souvent. Ouais. Le poids des réglementations est énorme aussi. Dans certains domaines, l'alimentaire, c'en est un. La pharmaceutique, il y en a plusieurs qui sont très contrôlés par la réglementation.
Ici, on est exportateur, donc ça peut être un défi encore plus grand. Donc, on a une programmation de recherche que j'aime particulièrement là, sur la traçabilité des produits alimentaires, sur le homard québécois. Donc, on regarde un peu le défi qu'ils ont et comment développer une approche un peu plus, disons, facile d'intégration, sécuritaire, granulaire, qu'on puisse avoir des données assez granulaires, puis dans un temps assez raisonnable. On a commencé à regarder pour des technologies émergentes, comme la chaîne des blocs, par exemple, des objets connectés. Comment on peut faire pour intégrer ce genre de technologie, pour rendre cette chaîne transparente, par exemple, beaucoup plus transparente et agile, par conséquent. Peut-être plus résiliente aussi. Hein. Mais rapidement, on se rend compte que les enjeux ne sont pas nécessairement technologiques, des enjeux plus humains, organisationnels, processus, etc. Donc, on a plusieurs étudiants gradués, en 2e et 3e cycle, qui travaillent pour réfléchir à comment moderniser cette chaîne du point de vue de la traçabilité. Alors, par exemple, oui, il y a un volet technologique. On développe une architecture des systèmes qui intègre la chaîne des blocs, les objets connectés, les capteurs de dernière génération et tout ça. Mais ça, c'est pas le défi le plus important, disons. Oui. Mais ça devient accessoire. Il faut penser au reste. Ouais. Exactement. Les défis sont ailleurs. Disons qu'on va faire une traçabilité de la mer jusqu'à l'assiette, là, on parle de collaborer avec différents partenaires à travers une chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Oui. Il y a un écosystème qui est multiple dans ces partenaires. Ouais. Il faut être ouvert à ce genre de pensée, hein, parce que c'est une pensée, la chaîne d'approvisionnement, c'est pas juste construit, là, c'est une façon de faire. Là. Ah, j'aime ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, on va utiliser des anglicismes là, parce que... Mais c'est vrai que c'est un mindset. C'est un mindset. De bien comprendre que cette chaîne-là est vraiment entre ce qu'on peut produire, que ce soit des produits ou des services, hein, ce que l'entreprise produit jusqu'à son client, mais c'est toute la chaîne là, qui est là. C'est pas uniquement le transport, la logistique, du point A au point B, mais c'est vrai que c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Donc, si on veut élever un peu nos pensées, pour en arriver à établir des projets de recherche, c'est vrai qu'il faut penser plus large, il faut penser plus haut aussi, puis garder une certaine distance sur nos problématiques. Ce qui nous amène à la recherche partenariale, parce que ça m'a bien intrigué quand on a discuté. Déjà, le titre, j'aime ça, recherche partenariale. Déjà, ça brise un peu la perception du chercheur dans sa tour d'ivoire ou dans son silo. Une recherche partenariale, déjà, d'instinct, ça me dit qu'il y a des gens qui contribuent. Et puis, ça sert et ça va bénéficier à beaucoup de personnes aussi. Déjà, dans cette terminologie-là. Donc, parle-nous pour en arriver de façon plus direct à la chaîne d'approvisionnement. Donc, en recherche partenariale, on est à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, on a un chercheur supply chain avec tout son bagage. Quels sont aujourd'hui, et je sais que vous avez fait des études, donc vous avez sondé aussi l'écosystème, tu vas nous en parler, qui a été un peu impliqué dans cette démarche-là, mais quels sont aujourd'hui, du point de vue du chercheur universitaire, les enjeux les plus importants dans la chaîne d'approvisionnement? Dans les entreprises, je dirais en général. Et puis, si on fait un petit focus PME, est-ce qu'il y a particulièrement des éléments chez la PME qu'on retrouve, qu'on va vouloir adresser avec des collaborations de recherche? Bon, très bonne question. La recherche partenariale nous permet d'être en contact constamment avec le gestionnaire, n'est-ce pas? On travaille ensemble dans le projet de recherche avec les organisations, les entreprises, un produit manufacturier ou un service. Et aussi, on fait, comme vous avez bien dit, des études là, sur leurs besoins, puis leurs défis, etc. Alors, je pense que dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement, globalement, puisqu'on vit un monde en pleine transformation, hein, on parle ici du numérique tout le temps, des révolutions industrielles 4.0, maintenant on parle de la 5e révolution. Les buzzwords qu'on entend et des... Ouais. C'est l'art de l'intelligence artificielle et tout ça, là, sans compter le contexte
mondialisation, les instabilités géopolitiques, la pandémie, tout ça. Beaucoup de risques, oui. Beaucoup de risques et tout ça, là, ça change super vite, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'un défi, c'est de comprendre ce qui se passe présentement. Sortir du court terme, commencer à penser à plus à moyen et à long terme, c'est un défi général, je pense. Okay? Si on se concentre seulement sur l'aspect transformation numérique, c'est un aspect que j'apprécie beaucoup, là, travailler cet aspect-là dans la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe présentement, là? Alors, les gens, quand on dit « Ah, on va faire de la transformation numérique, là, par exemple », là, ils vont souvent penser aux technologies. Je vais acheter la technologie. On associe tout de suite aux technologies, aux outils technologiques. Ouais. Exactement. Et puis, tu as bien dit le mot, là. C'est un outil pour nous, là. C'est pas le focus. Alors, se détacher de l'outil en tant que tel, y penser plus largement, hein, en termes organisationnels, par exemple, en termes de processus, des pratiques, des modèles d'affaires, etc. Avec une pensée... On est obligé de penser dans ce cas-là à moyen et à long terme. C'est très difficile, surtout pour la PME, si on parle de la PME. Oui, ils ont une réalité qui fait que on est le pressé. temps est réduit, les ressources sont en nombre limité très souvent. Donc, alors, les cadres travaillent, c'est pas nécessairement des 40 heures qu'ils le font. Non. Ils ont besoin de demain matin livrer une grande cargaison, par exemple, aux États-Unis, puis manque de ressources. Puis il y a des retards, ils n'ont pas les documents qu'il faut. Ils n'ont pas les documents qu'il faut. Alors, ils sont souvent dans les urgences. Là, on dit il faut penser à moyen et à long terme, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Alors, comprendre ce qui se passe, c'est déjà un défi. Être capable de commencer à penser plus à long terme, se détacher du présent, c'est un autre défi. Développer une culture d'innovation, hein, parce que dans ces contextes-là, là, il faut innover. Là. Il faut faire différemment. Il ne faut pas faire comme les autres. Louis, on va parler un peu du mot innovation. On parle d'innovation partout. À un moment, on en est presque saturé. Pourtant, on sait que c'est un incontournable. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps de traduire ou de convertir le mot innovation en action concrète ou en opportunité dans les organisations. Et souvent, moi, les réactions que je perçois, c'est que ça fait peur. Innovation. Et tout de suite, on associe à recherche et développement, faut concevoir des nouveaux produits, ça nous prend des budgets R&D, ça nous prend des équipes et des experts. Il y a quelque chose quand même de confrontant dans le terme innovation et dans le fait de pousser l'idée qu'on doit innover. Alors que moi, je dis toujours, j'aimerais avoir ton avis. Il faut concevoir l'innovation dans sa capacité la plus vaste et générale possible de faire mieux, de faire autrement et de faire avancer sa performance financière et maintenir sa compétitivité. Alors, comment on peut expliquer aux entreprises que innover, ça fait pas mal, mais qu'au contraire, il y a plein de façons de revoir plein d'éléments à l'interne qui vont faire qu'au final, on va avoir innové parce qu'on va avoir juste fait différemment. Donne-moi ton point de vue sur c'est tout un sujet, Claudine. On pourrait passer des heures. Là, mais l'innovation, c'est fascinant, mais en même temps, c'est contraignant. Tout à fait. Je pense que la première chose, je pense que tu as bien dit, là, il faut arrêter de penser que c'est trop gros pour moi. Il faut que j'aille un département de recherche-développement, il faut que j'aille des gens à temps plein là, qui vont penser à développer de nouveaux produits et services, etc. Je pense que c'est plus un développement d'une culture, d'une façon de faire, de penser qu'il faut travailler. Donc, d'abord, il faut se détacher déjà tout de suite. C'est pas juste un produit et service, hein, l'innovation. C'est aussi un processus d'affaires. Puis aussi, c'est beaucoup d'innovation managériale. Hein. On oublie souvent là, que le défi le plus grand pour nous en chaîne d'approvisionnement, c'est les innovations managériales. Hein. C'est de nouveaux processus d'affaires, c'est de nouvelles pratiques, parfois des nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles façons de gérer des relations à travers la chaîne, des nouveaux indicateurs de performance qu'on n'a pas vu venir. Absolument, oui. Alors, il y a une réflexion au niveau des innovations managériales. Et pour ça, tu n'as pas besoin nécessairement d'un département de R&D là, dans ton entreprise, nécessairement. Donc, la bonne nouvelle dans ce que tu dis, c'est que ceux qui le font déjà, tous ces petits exemples, mettez une étoile dans votre carnet parce qu'en fait, vous faites de l'innovation. Exactement. Et sans trop savoir, mais si on est dans cette démarche-là, on fait de l'innovation, on peut
non seulement on peut, mais on doit en faire de façon continue, en fait. Tout à fait. Le mot innovation continue, à même titre qu'amélioration continue. Oui. C'est un mindset, encore, pour utiliser un anglicisme, qu'on doit développer. Puis pour faire face à la complexité de l'innovation, parce que ça peut être assez complexe, risqué, voire coûteux, on peut utiliser des mécanismes. Entre autres, je pense qu'un mécanisme qu'on doit utiliser de plus en plus, c'est la collaboration. C'est travailler avec nos partenaires d'affaires. C'est travailler avec les chercheurs universitaires aussi. Parfois, c'est travailler avec des compétiteurs. Ça y a des cas intéressants. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut aller chercher un peu des sources d'innovation auprès de tout notre écosystème, en fait, incluant les clients, incluant les startups, on va en parler, mais il y a des pistes d'amélioration de toutes sortes dans les startups aujourd'hui, comment on peut s'y approprier pour ses propres besoins. Donc, si on fait le tour des enjeux, à part peut-être la mauvaise compréhension de ce que c'est la véritable innovation, est-ce que dans les études est ressorti des enjeux importants, plus spécifiquement à la PME? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties en disant « ouais, ça, c'est vraiment très particulier à la PME ». La PME, c'est classique, là, que moins de ressources. C'est une limite naturelle, la PME. Ouais. Donc, faire face à cette limite-là, la collaboration, c'est le moyen principal. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de sous sur la table pour faire l'innovation collaborative, là, qui vient de différents gouvernements. Beaucoup de subventions, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aides financières pour ces projets-là. Il y a beaucoup d'argent disponible là, pour travailler cet aspect-là au niveau fédéral, au niveau provincial. Différents organismes, d'ailleurs, qui peuvent nous aider à ces niveaux-là. Alors, pour faire face à ça, je n'ai pas de gens qui travaillent à temps plein, je n'ai pas l'argent pour financer ou pour embaucher de gens ou pour acheter des les arguments qu'on entend tout le temps. On va collaborer avec des partenaires d'affaires, mais aussi avec les chercheurs universitaires collégiaux aussi. Il y a beaucoup de recherches à faire au niveau collégial au Québec aussi. Ça devient très intéressant de créer une espèce d'écosystème où les gens échangent des idées. Ils vont se cofinancer, ils vont faire du co-développement, la co-innovation. Donc, il y a plein de façons. Et c'est vrai que spontanément, ce n'est pas toutes les organisations qui vont se tourner vers les universités ou vers les groupes de recherche. Je pense que c'est bien de le mentionner. Donc, si on a des entreprises aujourd'hui qui sont un peu interpellées par ça et puis qui ont peut-être des idées ou des pistes de comment ça fonctionne, ils se manifestent, comment ça s'articule, comment ça s'initie ce genre de collaboration avec des partenaires comme ça par l'université? C'est très simple. Il suffit d'aller cogner la porte des universitaires. On est très ouvert dans notre domaine, la chaîne d'approvisionnement, on est très ouvert à la collaboration, très intéressé même par la collaboration. On peut aller directement cogner la porte de chercheurs universitaires. On peut aussi cogner la porte des réseaux. Il y a des réseaux de collaboration déjà établis pour faciliter tout ça. Par exemple, on parlait du réseau SDG, oui, ici au Québec. Anciennement, le réseau Innovation 4.0, qui est devenu 5.0. Aujourd'hui, c'est SDG pour Sustainable Digital Green. C'est le développement durable qui a pris beaucoup de place. C'est l'évolution technologique, le numérique et tout ça. Comment je peux innover dans ces contextes-là? Il y a beaucoup de pression, là, que ce soit de développement durable ou de technologie. Comment je peux créer des projets collaboratifs pour faire face à mes défis à moi organisationnels? Donc, ces réseaux-là, ils sont faits pour faciliter la recherche des partenaires. Donc, quelles compétences on cherche? Quel genre de défis vous avez? Quel genre de compétences on a besoin pour faire face à ces défis? Puis parfois, ce n'est pas juste des chercheurs universitaires qu'on va chercher. On va chercher d'autres entreprises partenaires qui peuvent collaborer ensemble. D'autres expertises. D'autres entreprises là, qui vivent des problèmes similaires, qui peuvent cofinancer la recherche. Qui seront intéressés comme bénéficiaires du produit final de cette recherche. Donc, on parlait tantôt de traçabilité. Ouais. Ce n'est pas juste la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui a ces défis-là. Donc, non, c'est tout le monde. C'est dans différents domaines. Donc, on peut financer le développement d'une approche de traçabilité. Donc, c'est ouvert. Donc, les entreprises qui ont peut-être un sujet à explorer, c'est possible de le faire. Tout à fait.
Il y a des projets, on a 2, 3, 4 entreprises qui participent, nos SBL, 2 startups, un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie. C'est ça qui fait la richesse aussi de ces projets-là, c'est qu'on a l'input Exactement. d'un grand nombre de participants, de collaborateurs. Alors, ce faisant, ça nous permet d'aller chercher différents partenaires qui vont financer la recherche. Ça nous permet de faire des leviers pour aller chercher des subventions au fédéral, au provincial. Parfois, on peut faire un effet de levier pour chaque dollar mis sur la table. On peut aller chercher 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent. Ça, les dirigeants vont aimer ça. J'ai eu un fait de levier de 6 fois là, de chaque dollar mis par un partenaire. On va le chercher. Donc, on retient que c'est accessible. Donc, là, à partir d'aujourd'hui, c'est connu, c'est accessible. S'il y a des intéressés, on peut te contacter directement ou directement à l'université, mais on peut passer par toi. L'université aussi, souvent, ils ont des moyens propres à elles. Par exemple, l'Université de Sherbrooke, on a un gros partenariat d'affaires. C'est des gens qui sont à temps plein pour vous aider à trouver des partenariats au sein de l'université. Des chercheurs qui peuvent collaborer. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est donc, orienter tout de suite à la bonne personne, à la bonne équipe. Exactement. Vous allez expliquer à ces employés-là quels sont vos défis. Il va vous montrer quels sont les chercheurs qui ont potentiel à collaborer. Vous allez dire, c'est là, je pense, qui est intéressant. Cet employé-là va nous contacter. Vous pouvez voir tâter le terrain, si on est intéressé, s'il y a de la disponibilité aussi, etc. Après, ils vont nous mailler avec les gens, on va entamer une démarche, ils vont nous aider à cibler le projet. Donc, il y a de l'aide. C'est de l'accompagnement aussi en plus, puis c'est cadré. Tout à fait. Donc, quel est le niveau d'engagement là, pour l'entreprise comme telle? Donc, oui, il y a un déboursé à faire, oui, mais on vient de dire que c'est vraiment minimal, considérant l'aide qu'on peut obtenir. Qu'est-ce que ça demande d'autre? Peut-être de mobilisation de ses propres équipes à l'interne. Qu'est-ce que ça demande d'autre en temps aussi? Parce qu'on est dans la PME, souvent, c'est comme... On veut ça là tout de suite, demain matin, mettre en place la semaine prochaine. Donc, j'imagine que ce n'est pas des projets non plus qui s'exécutent en une semaine ou deux. Exactement. Alors, ça prend un mindset orienté recherche. Donc, le mot mindset revient. Il faut mettre notre cerveau en mode recherche. Exactement. Là, c'est pas pour demain matin. Hein. C'est la recherche. Il faut viser les moyens à long terme. Les moyens à long terme étant très variables, mais sur le long terme, on peut penser à des blocs de livrables à court, à moyen et à long terme. Ce mindset est très important. On parle de recherche-développement, là, c'est pour régler des problèmes complexes, n'est-ce pas? Qu'on a besoin de plusieurs personnes qui pensent en même temps avec différents horizons. Donc, puis j'imagine aussi que vous tenez compte des situations, de ce qui est connu, mais qu'il y a beaucoup d'anticipation aussi qui viennent intégrer ces projets-là. Parce que on reproche à beaucoup d'organisations d'être tout le temps en mode réactif, donc d'avoir peu de temps pour... Hein, on parle d'agilité, on parle d'anticipation. Alors que le projet de recherche par sa nature nous tire un peu dans cette zone d'anticipation. Donc, c'est pas des données accessibles, faciles, il faut y réfléchir. Je trouve ça vraiment fascinant, cet aspect-là de la recherche, mais surtout le fait que ce soit accessible à d'autres. Donc, entrepreneurs, sachez-le, il y a des possibilités de travailler avec des universitaires, chercheurs, en chaîne d'approvisionnement. Ça, je trouve ça très intéressant. Avant qu'on parle du type de modèle de collaboration davantage, je peux pas faire autrement de revenir à la pandémie. On a la référence du temps maintenant, avant pandémie, après pandémie. Pour beaucoup de choses, ça devient notre paramètre du temps. Est-ce que depuis la pandémie, parce qu'on a souffert de différentes façons, à différents niveaux, dans différentes organisations, est-ce que la perception de Louis aujourd'hui comme chercheur, comme observateur de ce qui se passe dans l'écosystème, est-ce que la pandémie a apporté des points positifs durables? Ou est-ce qu'on a encore une fois passé à côté de quelque chose dans notre apprentissage de ce qui avait causé autant de problèmes durant la pandémie? Très bonne question. Je pense qu'il y a un côté positif pour nous en chaîne d'approvisionnement. Hein. C'est beaucoup plus simple. Les gens comprennent de plus en plus c'est quoi. C'est parce que le mot chaîne d'approvisionnement était dans tous les médias là, pendant la pandémie. C'était fou. Avant la pandémie, les gens nous posaient la question « Qu'est-ce que vous faites? » Je travaille en chaîne d'approvisionnement. Et là, j'essaie d'expliquer d'abord, et c'est difficile à comprendre. Une fois qu'ils ont compris, ils disent « Mais c'est trop philosophique, c'est trop loin de la réalité. » Non, c'est très... terre à terre, en fait. Donc, le regard sur la chaîne d'approvisionnement
a changé. C'est carrément. amélioré. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. À ce moment, ils se sont rendus compte que c'est ça existait à cause déjà. de la chaîne d'approvisionnement qu'on n'avait plus de papier toilette, entre autres des problèmes. Là, ils ont dit, OK, je comprends maintenant là, pourquoi c'est important. C'est devenu plus facile, je pense, de parler du sujet. C'est devenu plus facile d'aller chercher des partenaires pour faire un projet de recherche appliqué. C'est plus facile peut-être aussi pour financer le projet en chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a des sujets qui sont maintenant quasiment à la mode là, en chaîne d'approvisionnement. La résilience des supply chain, par exemple, on en parle tout le temps. Comment je transforme ma chaîne, comment elle devient résiliente, moins sensible à toutes ces incertitudes là, qu'on vit, soit capable de rebondir rapidement, revenir à la normalité une fois que quelque chose qui arrive comme la pandémie ou un problème géopolitique. Alors, c'est devenu plus facile de parler. On attire davantage des gens aussi à travailler dans ce domaine. Parce qu'on comprend mieux, l'impact qu'une chaîne brisée peut avoir sur les organisations. Ça a piqué la curiosité de beaucoup de gens, je pense aussi. Mais tant mieux, ça peut-être... viennent me chercher, là, deuxième, troisième cycle. Je voulais travailler là. C'est fascinant, là. Là, on a découvert tout à coup les enjeux de la chaîne d'approvisionnement. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être, je dirais, tu me donneras ton avis, je pense qu'on a attribué, depuis la pandémie, une qualité stratégique davantage à la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on a associé davantage tout ce qui est achat, chaîne d'approvisionnement, à quelque chose de stratégique au sein de nos organisations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous faire avancer davantage. As-tu aussi cette perception-là qu'il y a quelque chose de fondamentalement critique et stratégique maintenant autour de ça? Tout à fait. Les chercheurs et les praticiens en chaîne d'approvisionnement, on sait depuis longtemps que c'est très stratégique, n'est-ce pas? Mais les gens autour de nous ne savent pas nécessairement. Ils pensent que c'est plutôt opérationnel. Souvent, on va associer ça à la logistique, n'est-ce pas? La logistique, c'est concret pour plusieurs personnes. Même des collègues, je suis dans un département de système d'information et méthode quantitative, qui pensent que la chaîne logistique, c'est opérationnel. Et on n'a rien contre les logisticiens parce que on en a besoin. Mais c'est vrai que systématiquement, c'est vrai que dans mes rencontres, des gens qui connaissent peut-être un peu moins, le lien qu'on fait avec les mots chaîne d'approvisionnement, c'est le transport et la logistique. Et la distribution. La distribution. Gestion d'inventaire. Exactement. Alors, pourtant, les enjeux les plus importants sont de nature tactique stratégique. Cette pensée-là, c'est le défi pour la plupart des gens qui travaillent en approvisionnement. Là. C'est arrêter d'être acheteur. Il y a intégré cette façon de penser là, en approvisionnement stratégique. Il y a des enjeux qui sont vraiment importants. Là, le développement durable, par exemple, de plus en plus, ça va devenir une obligation pour le gestionnaire. Puis ça interpelle beaucoup, beaucoup la PME, parce que souvent dans les discussions, la PME qui veut continuer à se maintenir comme fournisseur, par exemple, d'un grand donneur d'ordre qui, lui, va hausser ses critères par rapport au développement durable, ça devient quelque chose d'assez critique. Et c'est vrai qu'on les sent un peu mal outillés, mal informés, ou peut-être pas assez focus sur ces éléments-là à mettre en place, mais comment on s'y prend pour les amener à considérer ces aspects-là, mais de façon vraiment intégrée dans leur développement organisationnel? Parce que c'est pas simple, hein? J'ai peut-être une solution. Un sujet de recherche. Ça pourrait être un sujet de recherche, en effet. Mais aussi des formations maintenant, spécialisées là-dedans. Qui commencent à avoir le jour. Nous-mêmes, on prépare une formation qui va être lancée. Oui, bien, on va en parler. On va en parler parce que on parle de l'aspect de l'approvisionnement stratégique. Puis c'est vrai que de plus en plus, il y a des questions là-dessus. De plus en plus, on aspire à faire de la stratégie en approvisionnement. Mais il y a des conditions minimales, j'appelle, moi. Avant de penser faire de la stratégie, il y a quand même des choses de base à mettre en place. Bon, d'abord, il y a la préoccupation opérationnelle de continuer à répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ça prend davantage de temps aujourd'hui, malheureusement. Il y a des moyens aussi de faire autrement, mais l'aspect plus stratégique des choses, donc le besoin qu'on a aujourd'hui de faire d'approvisionnement de nature stratégique,
c'est de répondre à tous ces enjeux d'agilité, devenir plus résiliente. Ce qu'on a nommé tout à l'heure, on a l'impression que c'est par ces apprentissages-là et ces compétences-là qu'on va arriver à développer ce rôle de façon plus stratégique. C'est un peu ça là, qui est à l'origine. Mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi plus spécifiquement d'un micro-programme à l'université. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que je veux savoir d'où ça vient cette envie de faire ça. Et puis, en quoi ce programme-là vient combler, vient pallier, vient répondre à un besoin qui n'est pas bien répondu aujourd'hui, peut-être dans le milieu de la formation en général. Donc, quel est ce merveilleux micro-programme? OK, bon, merci pour l'opportunité de parler. C'est un bébé là, qui vient d'avoir les jours. C'est très récent. Nous, on travaille en chaîne d'approvisionnement depuis longtemps, mais on était plutôt concentré sur la recherche. On ne regardait pas tant que ça le volet enseignement, formation dans ce domaine-là. Puis, depuis à peu près un an et demi, des entreprises sont venues cogner notre porte. Ils disent, vous êtes des chercheurs en chaîne d'approvisionnement, pourquoi vous ne développez pas des formations en chaîne d'approvisionnement, mais plutôt un approvisionnement stratégique? On a beaucoup de besoins au Québec. Puis c'était curieux, c'est pas juste une entreprise qui est venue nous voir, donc c'est plus qu'une. Et là, on s'est dit, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Regardons un peu le marché, qu'est-ce qui existe. Donc, on est allé voir un peu, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Québec. Et il y a beaucoup de formations très intéressantes en gestion des opérations, en chaîne d'approvisionnement, mais très axées sur l'aspect vraiment global de la chaîne d'approvisionnement. C'est des aspects, par exemple, l'optimisation de la chaîne, c'est vraiment intéressant. Mais il y avait certaines lacunes qui n'étaient pas nécessairement couvertes. Les gens voulaient mieux comprendre les cycles d'approvisionnement, mieux comprendre comment calculer les gaz à effet de serre d'une chaîne d'approvisionnement. Ils voulaient savoir vraiment mieux performer en négociation avec le partenaire. Des aspects douaniers, des aspects très spécifiques des approvisionnements stratégiques. La vigie, il y a des aspects qu'on cherchait qui n'étaient pas nécessairement disponibles sur l'offre existante aujourd'hui au Québec. Et en même temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train de recruter des Français à venir travailler au Québec en approvisionnement. On trouvait ça curieux. On est allé voir un peu les formations en France. Qu'est-ce qu'ils font, là? Pourquoi? Il y a autant de... Mais qu'est-ce qui est différent, puisqu'on en parle? Ils ont cette approche approvisionnement stratégique, déjà, en formation. Puis c'est des formations universitaires, de niveau universitaire déjà. Exactement. Et on s'est dit, comment ça se fait qu'on n'a pas ça au Québec? On va falloir changer ça. Alors, on a développé à l'école de gestion un micro-programme de 2e cycle pour les professionnels en exercice qui veulent intégrer cette pensée stratégique au niveau des approvisionnements. C'est un programme offert à temps partiel et un format hybride. Donc, 20% présentiel et 80% à distance. D'accord. Pour que les gens qui travaillent puissent participer à ça. Faire la formation. Ça dure et puis qu'on puisse aussi s'éclater à l'extérieur de la Montérégie ou de Montréal. Aussi. Exactement. On veut pouvoir permettre à des gens en région, à la limite, de pouvoir s'y inscrire. Tout à fait. Les cours en présentiel, les 20%, c'est le samedi au début et à la fin de la session. Puis le reste du temps, on est à distance. Puis les cours en présentiel, c'est sur notre campus de Longueuil. Et on a 5 cours. 5 cours qui vont vraiment nous aider à créer ce mindset-là. C'est le mot qu'on a adopté aujourd'hui. Oui, on a adopté le mot mindset parce qu'effectivement, c'est un... Et puis, j'ai trouvé intéressant, puis pour moi, c'était important qu'on en parle parce que la formation, le développement des compétences, c'est un peu un dada que j'ai. Les balados qu'on fait ensemble, c'est aussi pour moi un élément contributeur au développement de compétences, aux connaissances, etc. Et... on a assez rapidement aussi constaté que dans l'industrie en général, augmenter la maturité des équipes en approvisionnement dans les organisations, c'est critique pour sa performance. Et donc, il faut y travailler. Et les ressources en approvisionnement, les professionnels de l'approvisionnement, je pense, commencent à être de plus en plus à la recherche justement d'éléments, de formation, de tout ce qui peut composer des ajouts de connaissances et de compétences. Donc, ce programme-là, je pense, arrive bien. Maintenant, la question, c'est à qui ça s'adresse vraiment, ce programme-là? Parce que
Il y a ceux qui ont un peu plus de maturité, qui sont dans des grandes organisations déjà, où les équipes sont assez importantes, nombreuses ressources. Et on a aussi les plus petites organisations, donc des tailles plus modestes, où là, on se dit, l'impact va être encore plus grand, parce que si on augmente une performance dans une petite organisation, c'est exponentiel, les bénéfices qu'on peut en retirer. Donc, à qui ça s'adresse réellement, ce cours? Alors, ça s'adresse... c'est une formation continue, hein? Donc c'est aux professionnels de l'exercice, des gens qui travaillent dans le domaine ou veulent migrer vers l'approvisionnement stratégique. Si on est dans la grande organisation, souvent, on a passé l'entrevue plusieurs organisations, des gens qui travaillent en approvisionnement, on voulait comprendre le défi, le besoin, OK? Puis on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement de formation en approvisionnement. J'ai un background en droit, je travaille en approvisionnement. J'ai un background en génie, je travaille en approvisionnement. En administration, avec une formation en finance, beaucoup de formations connexes, t'as raison, ouais. Alors, c'est très divers. Puis les gens travaillent, et puis ça peut prendre des années pour former cette personne. On veut faire peut-être accélérer. Donc, quelqu'un qui a un background, soit dans le domaine pertinent, normalement, c'est des gens qui ont une formation en administration, en génie, en droit ou en technologie, qui veulent développer, pousser plus loin les connaissances en approvisionnement stratégique. Donc, on a 5 cours pour nous aider à y arriver. Les gens de la PME, là, c'est une clientèle très intéressante, je pense. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont plutôt l'achat classique comme étant les modèles de référence, des gens qui travaillent en achat. De façon plus traditionnelle de faire des achats. De façon traditionnelle, tout à fait. Qui veulent intégrer cette façon de faire. Hein, qui veulent développer des compétences pour pouvoir apporter ça à l'organisation plus tard. Donc, il va devenir une espèce d'agent de transformation. Hein. Comment je transforme un département d'achat vers un département d'approvisionnement qui va contribuer à mieux gérer une chaîne d'approvisionnement avec une pensée stratégique. Donc, ces professionnels qui sont en PME, ils peuvent faire un saut rapide de connaissances, puis apporter cette connaissance. Et on va développer pendant la formation cette approche, comment je peux aider les organisations à développer ce mindset. Notre dernier cours, par exemple, tous les cours vont être très pratico-pratiques. Tous nos enseignants, c'est des gens qui ont de l'expérience, parfois des dizaines d'années en approvisionnement stratégique, tous. Puis le dernier, on va avoir des projets pratiques dans chaque cours, mais le dernier cours, c'est vraiment un mandat stratégique dans une organisation. Ah, ça, c'est les projets intégrateurs. Ça, c'est bien qu'on en parle parce que ça fait toute la différence dans un cursus d'apprentissage. C'est notre marque de commerce à l'Université de Sherbrooke, l'Université de la pratique. Alors, dans notre dernier cours, il va vraiment être un mandat dans une organisation. Il y a différents modèles possibles. Entre autres, un modèle qu'on fait dans d'autres programmes déjà, c'est on travaille par équipe. Dans chaque équipe, il y a une organisation choisie par les étudiants, souvent une organisation d'un membre de l'équipe déjà. D'accord, on peut suggérer. On peut suggérer, mon entreprise où je travaille, il y a des défis, là. Ça peut être un beau cas de transformation. OK, parfait, ça peut être ça. Ou parfois, c'est des partenaires, c'est des entreprises qui ont des défis en approvisionnement. Ils viennent nous rencontrer, qui sont prêts à ouvrir nos portes pour que les étudiants aillent en entreprise essayer de faire une analyse critique de l'approvisionnement, proposer des améliorations. Donc, ces projets-là, ils vont être coachés par un enseignant d'expérience en approvisionnement. Il n'y a pas nécessairement des cours, il va y avoir des cours, des points de contrôle et tout ça, mais c'est moins de cours, c'est plus de coaching. C'est les collectes de données dans nos organisations, c'est des discussions, c'est des présentations dans nos organisations. Donc ça s'adresse à plusieurs personnes. Donc, qu'on soit plus mature, avec moins de bagages de diplôme, par exemple, ou qu'on soit moins mature, mais qu'on ait vraiment une vraie volonté d'aller approfondir ses connaissances. Ça s'applique aussi. Je comprends aussi qu'il y a une dynamique vraiment de cohorte parce que on risque, comme dans à peu près toute formation, d'avoir des niveaux de maturité et d'expérience très divers. Donc, ça vient enrichir aussi la réflexion collective du groupe aussi, j'imagine que... Tout à fait. Et on accepte ça qu'il y en ait qui aient moins de maturité, moins d'expérience par rapport à d'autres qui vont en avoir beaucoup. J'imagine que ça, vous l'avez déjà anticipé là, comme scénario. Tout à fait. C'est des petites cohortes. On vise entre 15 et 25
pour qu'on aille au deuxième cycle. Hein. C'est beaucoup d'ateliers, beaucoup de discussions. Ouais. On apprend beaucoup avec nos collègues aussi, pas seulement avec l'enseignant. Beaucoup d'échanges. Puis ces étudiants, ils amènent leur bagage. Là, on exige au moins une année d'expérience. Donc, une année en approvisionnement. Pertinente. OK. Parfois, c'est pas directement en approvisionnement. OK, d'accord. Mais il y a des liens. La personne est quand même capable de comprendre les OK. enjeux de mon approvisionnement. Donc, au moins une année d'expérience. Alors, c'est un travail un petit cohorte. Donc, on va ensemble du début à la fin de la formation. Donc, c'est accessible à tout le monde, en fait. C'est accessible à tout le monde. Et c'est un programme deuxième cycle. Il faut avoir un premier cycle dans un domaine jugé pertinent. Ouais. Il faut avoir une année d'expérience. On demande aussi que la personne fasse une lettre de motivation. Là. La fameuse lettre de motivation. On a encore gardé cette tradition. Pourquoi l'approvisionnement stratégique, tout à fait. Parce qu'on veut avoir des bons candidats là, qui vont vraiment contribuer au cours. Là. Puis à la fin, ils vont créer comme un mini-réseau. Hein. C'est des gens qui travaillent en approvisionnement. Oui, c'est effectivement de la création de réseaux. C'est un réseau d'entraide aussi à l'extérieur, au fur et à mesure de la formation et même au-delà, après. On parle de professionnels ou de ressources qui seraient dans le domaine de l'approvisionnement, qui a des niveaux de maturité un peu plus... très variés, en fait. Puis le niveau de maturité, je ne le dis pas de façon péjorative, mais il reste que selon ce qu'on a exécuté, nos tâches et nos responsabilités, on développe de l'expertise ou on en développe moins. La question que j'ai, Louis, c'est... Moi, je suis aussi très préoccupée par la relève. Ah. Là, on parle de gens qui ont déjà des expériences, qui ont déjà des diplômes ou des formations acquises. La question est la suivante. Comment on fait pour rendre les métiers d'approvisionnement plus attractifs à la relève? Il y a et en parlant avec des plus jeunes, je constate qu'il y a encore cette mauvaise perception que travailler en appro ou aux achats, c'est pas super intéressant, qu'on fait qu'émettre des PO ou qu'on est dans un environnement très transactionnel, opérationnel. Alors que c'est pas le cas. On vient de parler de stratégie, puis il y a plein de choses super dynamiques, intéressantes, motivantes et excitantes en approvisionnement stratégique. Je m'ai placée pour en parler, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette relève-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on s'y prend pour l'interpeller, pour leur dire oui, il y a des choses intéressantes à faire, à traiter, à analyser, à exécuter dans ces domaines-là? Comment on les attire? Oui, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à la formation. La marque, à part cet approvisionnement stratégique, même dans les titres, on trouve le développement durable dans notre formation. C'est vrai, oui. Dans cette gestion stratégique durable de l'approvisionnement. Pourquoi je profite pour en parler? Parce que je pense que les jeunes, les professionnels de la nouvelle génération, ils cherchent plus dans le sens, n'est-ce pas? Puis ils savent que c'est des défis incroyables qu'on a. Puis on se rend compte maintenant qu'on a un rôle à jouer si on travaille en chaîne d'approvisionnement pour le développement durable. C'est majeur, n'est-ce pas? Alors, dans ces aspects éthiques responsables, comment j'intègre ça dans les chaînes d'approvisionnement? Alors ça, je pense que ça pourrait aider un peu à attirer la relève dans ce domaine-là. Puis un autre aspect aussi, c'est que les chaînes d'approvisionnement, de plus en plus, sont modernes, sont informatisées, sont numérisées. Il y a beaucoup d'innovations. Ça devient de plus en plus un environnement très dynamique. Alors, je pense que ça pourrait aussi être intéressant pour la relève. Donc, c'est moi, aujourd'hui, là, passer des PO. Là, oui, on a encore malheureusement cette perception-là. Il faut briser ça, mais c'est vrai que quand on pense tout ce qui est outils de support, donc ça peut faut vraiment parler de la technologie parce qu'on peut très bien l'intégrer. On peut parler des choses innovantes, développement durable. Je pense qu'il y a beaucoup d'attrait, mais il faut juste en parler suffisamment aussi pour l'intégrer vraiment dans nos cultures d'organisation, pour que ce soit véritable et réel, que ce soit pas juste oui, nous voulons faire ceci, cela, mais si on veut vraiment attirer. Puis on parlait souvent aussi dans les récents balados du besoin de diversifier les compétences et les intérêts dans les gens qu'on recrute au sein d'une chaîne d'approvisionnement. Mais je pense qu'on vient de mettre la main aussi sur quelque chose d'important
qu'on soit technique, ingénieur, oui, il y a des choses à faire au niveau innovation en ingénierie. Au niveau des technologies, on parle d'analyse d'affaires, on parle de vraiment l'analytique de la donnée achat. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement le chapeau a priori, chaîne d'approvisionnement, mais qui aura un intérêt, il faut aller chercher ces gens-là. L'intelligence artificielle, j'hésite un peu à en parler parce que c'est réel, mais en même temps, je vais avoir ton avis là-dessus. Voici ma pensée sur l'intelligence artificielle en chaîne d'approvisionnement. Je considère qu'on est assez en retard juste sur l'analytique de la donnée, à choisir la donnée, identifier la donnée et bien l'analyser pour bien l'interpréter, que j'ai pas l'impression que c'est pour demain ou même dans 6 mois que dans les chaînes d'approvisionnement, on va se mettre à intégrer l'intelligence artificielle. Quel est ton avis, toi, comme chercheur dans ces domaines de transformation numérique? En fait, l'intelligence artificielle est déjà présente chez l'approvisionnement depuis un certain temps déjà, n'est-ce pas? Mais si on pense à la réalité, la plupart des entreprises, surtout la PME, le tissu économique du Québec. Exactement, oui. C'est vrai qu'on est loin, là, OK, d'intégrer ça. Parce que les défis ne sont pas nécessairement « OK, j'ai besoin absolument d'un algorithme d'apprentissage machine, là, d'apprentissage profond, là. » C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est juste un outil. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel genre d'amélioration je peux apporter à ma chaîne d'approvisionnement? Puis, il y a des défis de base parfois, parce que travailler avec l'intelligence artificielle, là, ça prend des données, n'est-ce pas? Il y a des défis incroyables au niveau de la gestion et la gouvernance des données. Ouais. Donc, d'où viennent ces données? Quel niveau de qualité qu'ils gèrent? Qui est responsable de ces données? C'est où je vais l'entreposer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ces données-là? On peut penser tout au cycle de vie de données là, au complet. Là. Est-ce que je vais le détruire à un moment donné? Parce qu'il y a des enjeux peut-être c'est sensible. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont des indicateurs de performance. Comment je compose mes indicateurs? Comment je les mets à jour, ces indicateurs? Des affaires de base dans une chaîne d'approvisionnement qu'on ne peut pas sauter tout de suite à l'intelligence artificielle. Non, je suis assez d'accord. On peut l'intégrer là, de façon graduelle, mais il y a un devoir incroyable à faire avant. D'ailleurs, notre formation, il y a un cours au complet dédié à cet aspect-là. C'est le cours numéro 2, là, 802, où on va vraiment travailler l'aspect transformation numérique, architecture technologique de l'approvisionnement, puis la valorisation des données en approvisionnement. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un plus grand besoin pour ça actuellement, là, sans dénigrer ce que l'intelligence artificielle peut faire, parce que je suis aussi une consommatrice de certaines choses dans ce secteur-là, mais il reste que je pense que c'est notre devoir d'être réaliste puis d'être assez sensible pour comprendre que c'est pas dans la PME aujourd'hui qu'on va pouvoir facilement intégrer ces données-là. Ou si on fait de l'intelligence artificielle, ça va peut-être être très, très, très limité. Mais ceci dit, c'est aussi, je le souligne pour pas non plus que un ensemble d'entreprises se sentent pénalisées par le fait qu'ils ne sont pas en mesure d'intégrer l'intelligence artificielle. Non, il y a beaucoup d'autres formes d'amélioration que l'on peut intégrer, qui sont disponibles déjà depuis un certain temps pour rattraper ce retard-là, sans nécessairement penser tout de suite à l'intelligence artificielle. En fait, ma vision par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de choses à faire avec les données dans nos organisations. Entre autres, l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des gains incroyables à aller chercher avec un usage de base de données. Là. Déjà, un usage simple de données. Ouais. Il faut d'abord avoir des données. N'est-ce pas? Donc, parfois, on n'en a pas, aussi on en a. C'est des données qui ne sont pas de qualité. Alors, développer cette façon de penser orientée données, c'est déjà un premier pas énorme. Puis on peut créer de la valeur beaucoup avec ça déjà. Puis tout en préparant le terrain pour aller utiliser l'intelligence artificielle d'une façon beaucoup plus proactive, à moyen et à long terme. Alors, la PME peut commencer demain matin là, une démarche vers l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, on ne va pas intégrer demain matin un algo d'apprentissage profond là, dans l'organisation. Demain matin, peut-être. Ouais, c'est une belle nuance. Vers l'intelligence artificielle. C'est disponible, mais en fait, pas faire d'efforts si on n'est pas nécessairement attaché à quelque chose de concret, de matériel, de qu'est-ce qu'on veut comme résultat avec ces outils-là. On va préparer l'entreprise à ça. Il y a toute une analyse pour la préparation de l'entreprise. Qu'est-ce que ça me prend? Donc ça va être adressé pendant le micro-programme où les participants vont avoir l'occasion un peu de discuter de ce qui se fait chez eux, de ce qui pourrait se faire, des limites aussi.
Et puis des possibilités, s'il y a des expériences d'autres participants qui l'ont déjà fait. Parce que l'étudiant, à la fin, il va être un agent de transformation en approvisionnement stratégique. Mais ça m'amène à ma question un peu qui va clore notre discussion là-dessus, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont écouter, qui vont aller s'informer, ils vont aller voir le site web, ils vont voir le contenu du programme, approvisionnement stratégique durable. Et peut-être que des dirigeants aussi qui vont dire, d'accord, mais si j'envoie un participant, qu'est-ce qu'on me rapporte en compétences une fois que cette formation-là est terminée? Qu'est-ce que je retiens comme participant? C'est ça ma question. Et comme dirigeant, pour permettre à certaines personnes de suivre ces formations, à quoi on peut s'attendre comme retour? OK. Bon, étant qu'agent de transformation numérique, j'ai un peu le profil de sortie, là, si on veut, là. C'est des gens qui ont les mindsets, encore une fois. Hein, c'est une façon de penser qui touche à l'approvisionnement stratégique, des enjeux de développement durable, puis même des transformations numériques. Il y a cette façon de penser, mais elle va être outillée aussi, parce qu'on va passer à travers différents outils pour rendre ça concret. Là. C'est bien beau avoir un concept, une façon de penser, mais comment je passe à l'action? Hein? Donc, on va voir plusieurs outils. Là. Même, on va arriver à des calculs précis. Par exemple, dès les premiers cours, là, calculer les gaz à effet de serre à travers la chaîne. Comment on le fait? Un expert du domaine qui vient me parler de ça, montrer les outils rapidement. Donc, on va être capable de en même temps comprendre ce qui se passe puis passer à l'action. C'est le genre de compétences Donc, c'est des connaissances concrètes, mais ça se traduit en vraies compétences qu'on ramène après dans nos organisations. Et en plus, on va se pratiquer un peu en faisant un projet intégrateur, un mandat stratégique dans une organisation à la fin de la formation. Donc, on est ambitieux, puis je pense qu'il faut l'être. C'est bien, il faut l'être, il faut être audacieux aussi. Je pense que ça va répondre à certains besoins. Évidemment, rien n'est immuable, donc à un moment donné, il peut y avoir des ajustements aussi. Mais je pense que c'est bien de lancer cette vision que cette profession-là, il faut tout le temps la développer. On n'arrive jamais au bout de rien en approvisionnement, comme dans d'autres secteurs. On gagne toujours à se développer. Et ça me fait penser aussi à une étude qui avait été faite par le Canadian Board sur les compétences de l'avenir. Et ça m'avait vraiment frappé, où on disait que dans les 10 prochaines années, 9 postes sur 10 allaient dorénavant demander des connaissances en analytique et en tout ce qui est numérique. Donc, je me dis, là, il faut se préparer. Là, c'est sérieux et c'est au-delà même de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est aussi sans compter le fait que tous les postes vont être remaniés et de nouvelles compétences vont être identifiées pour combler ces postes-là. Donc, il faut s'y mettre. Là, on parle de chaîne d'approvisionnement, mais c'est vrai que c'est dans cette vision plus élargie où il faut pas faire peur avec les outils et les nouvelles connaissances. Il faut pas faire peur à nos ressources, mais surtout leur donner les moyens de se développer puis de mieux servir nos organisations. Tout à fait. Puis la façon de commencer, à mon avis, c'est par les petits pas. Hein, des petites, oui, je crois à ça, moi aussi, la théorie des petits pas, des petits succès. Pas, là, c'est exactement ça. Là. On commence pas, on va tout révolutionner. Big Bang. Big Bang, non, exactement. Là. Alors, il faut emboîter les pas de façon graduelle. On développe ses compétences au fur et à mesure. Là. Il faut croire, il faut avoir une vision pour savoir dans quelle direction on veut aller, mais il faut commencer demain matin avec des choses simples parfois. Ouais. Et principalement aussi, tout ça supporté par une vraie culture de la direction dans les organisations. Puis on va le développer aussi au fur et à mesure, cette culture. Oui. Parce qu'il y a un changement important qui se passe présentement. Une fois qu'on voit les bénéfices, ça nous attire. Donc, on retient de notre entretien, Louis, une organisation, une entreprise qui serait intéressée à développer en co-développement des projets de recherche avec l'université, c'est possible. On peut s'adresser à votre équipe. Tout à fait. Le micro-programme, tous ceux qui se disent, peut-être qu'il y a des choses que je veux faire, mais que je ne sais pas exactement comment les faire. Être audacieux aussi, puis s'inscrire à ce programme-là. On pourra venir en reparler dans un an pour voir ce que ça a donné comme résultat. Avec grand plaisir. Mais il ne faut pas hésiter. Et moi, je suis très contente qu'on ait pu faire ce rapprochement entre la chaîne d'approvisionnement qui est perçue de façon très opérationnelle et la recherche universitaire. Je trouve que c'est une belle découverte. C'est un beau parallèle aussi à faire. Et il faut s'en rapprocher de plus en plus pour qu'on soit plus performante. Tout à fait.
Merci. Faut collaborer. Ou collaborer, absolument. Tout à fait. Louis, merci. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Puis merci de nous avoir informés de toutes ces belles nouvelles. C'est moi qui te remercie, Claudine. Merci, Louis. Merci. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.